Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée au Fab Lab. Alors, vous savez peut-être pas encore ce que c'est, et pourtant, dans le futur, vous allez voir, ça va être quelque chose d'important. Pour en parler, je suis en compagnie de Joseph Pugeot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'Axon Câble. 3 chiffres clés sur cette société. 120 millions de chiffre d'affaires, 1700 personnes, dont 650 dans la Marne, 70% d'export, 10% de R&D. Et présent dans de nombreux domaines de pointe. Oui, notamment en ce moment, on a des produits qui roulent sur Mars, puisqu'on a équipé le robot Discovery qui est là-bas. Berthier Lutte, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur du Fab Shop. Il faut que vous m'expliquiez ce que c'est. Alors, le Fab Shop, c'est un atelier de fabrication digitale. Nous sommes une jeune start-up bretonne créée il y a 1 an. On est aujourd'hui 8. On utilise la technologie digitale de fabrication numérique pour concevoir et fabriquer nos propres objets, les objets de nos clients. Par extension, on forme nos clients à l'utilisation de nos technologies et on leur vend du matériel. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le Fab Lab, l'imprimante 3D? Alors, ce sont deux choses différentes. Le Fab Lab, c'est un programme du MIT. Ce sont les laboratoires de fabrication. En fait, c'est un programme qui est parti du constat que les étudiants, après 18 heures, retournaient dans les ateliers, utilisaient les machines pour réaliser des projets perso. Et un professeur a eu l'idée de créer un programme éducatif qui s'appelle les Fab Labs et qui aujourd'hui représente environ 120 laboratoires de fabrication dans le monde. On retrouve un équipement qui permet aux étudiants et aux enthousiastes d'utiliser les mêmes machines, que ce soit au Massachusetts Institute of Technology ou à Cergy-Pontoise, au Fab Lab de Cergy. Et l'imprimante 3D, on en est un exemplaire. Alors, l'imprimante 3D, c'est un des outils qu'on trouve dans un Fab Lab, avec des commandes numériques, des découpes laser et d'autres objets. Évidemment, l'imprimante 3D, c'est ce qui est le plus frappant, parce que c'est la nouvelle révolution industrielle se trouve dans la fabrication additive. Parce que historiquement, pour fabriquer des objets, il a fallu abattre des arbres, couper les branches, enlever l'écorce, étailler des bouts de bois, ou extraire de la pierre pour obtenir des pavés. Avec ces technologies, les objets poussent du plateau de fabrication dans l'espace en 3 dimensions. D'accord. Vous êtes venu à des objets que vous fabriquez justement selon ce procédé de synthèse additive. Vous pouvez nous en présenter quelques-uns? Je peux vous présenter ce qui est actuellement sur Mars, où le prototype a été fait en fabrication additive. Donc on a symbolisé le câble et la taille des connecteurs, ce qui permet au fabricant du robot Discovery de le placer sur son prototype et voir que c'était les bonnes dimensions. Donc ce qu'il faut en tirer comme enseignement, c'est que c'est fiable, parce que si jamais c'est parti sur Mars, ça veut dire que ça a été éprouvé. Donc ça, c'est le prototype. Ensuite, sur Mars, c'est le produit réel, mais le fait de faire un prototype en fabrication additive a permis d'accélérer tout le processus de conception. Vous êtes venu aussi avec des objets en titane, c'est ça? Voilà, donc c'est le décapsuleur le plus léger du marché, puisqu'il fait que 2 grammes, mais il résiste à 300 kilos de flexion, donc il peut ouvrir n'importe quelle bouteille de bière, et ça peut s'accrocher avec le porte-clés. Alors, ce que je vois là, c'est que vous avez créé aussi un connecteur USB, c'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui d'un connecteur USB, on peut le synthétiser en 3D grâce à cette imprimante. Donc là, vous voyez une petite LED qui clignote. En fait, on a créé en imprimante 3D un connecteur USB et on a accroché sur le câble la LED grâce à un surmoulage plastique en fabrication additive. D'accord. Et puis, ce connecteur? Alors là, l'idée, c'était de remplacer le câble qui va de l'ordinateur jusqu'au projecteur de transparent. Et pour montrer le principe et faire quelque chose d'extrêmement petit, donc je pense que sur l'écran, vous n'arrivez pas à le voir, on a grandi dans une taille 100, à la fois le câble et le principe de connexion. Et si je déconnecte, vous voyez qu'il y a, en fabrication additive, on a fait un contact de mâle qui normalement sont des brins de beryllium, là c'est du plastique, qui rentre dans un contact femelle et l'effet ressort fait que ce câble très haut de gamme résiste aux vibrations, donc dans des satellites. Aujourd'hui, on est au niveau du développement ou c'est une application qui va être mise en marché? La version industrielle, qui est finalement celle-là et qui est invisible, elle se monte déjà sur des satellites, sur des lanceurs. Il y a le fait qu'on fasse de la fabrication additive, on peut concevoir un produit directement fonctionnel. Donc sort de cette imprimante une chaîne à vélo
directement flexible. Alors qu'en fabrication classique, qu'on pourrait dire soustractive, on aurait fait les maillons, on aurait fait les clous au fond qui joignent les maillons et on aurait assemblé après. Là, cette chaîne en plastique est sortie toute faite et fonctionnelle directement de l'imprimante. Et Bertil, lui, vous êtes venu avec une clé à molette qui fonctionne d'emblée. Oui, alors c'est une clé à molette qui a été fabriquée sur une machine de fabrication additive qui utilise des poudres minérales, mais ça sort sans assemblage, fonctionnel de la machine. C'est la grande révolution en fait que permettent ces technologies, c'est l'itération du prototypage à domicile avec nos machines sur votre bureau. On remplace les imprimantes papier des designers par des imprimantes 3D qu'on appelle personnelles, et sur leur, qui sont un peu plus grandes que celles-ci. Et sur leur bureau, ils peuvent fabriquer autant de prototypes qu'ils veulent, à bas coût, en protégeant leur propriété intellectuelle, puisqu'ils font ça sur leur bureau, ça ne sort pas de l'intimité de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Et changer d'avis, et changer d'option rapidement, d'une réunion sur l'autre, d'une idée à l'autre. Et tout ça, ça renforce l'innovation, ça permet aux entreprises de faire des économies et en même temps ça leur donne un formidable accélérateur. Est-ce que vous pensez que demain j'ai un téléphone portable, je laisse tomber, je le casse, je peux refaire la coque en allant dans un Fab Lab justement demander à avoir une coque de rechange? Alors en fait, les Fab Labs, ils vont évidemment se multiplier dans les écoles, mais ce que vous verrez près de chez vous, c'est ce qu'on appelle chez nous la théorie des 100 000 garages. C'est 100 000 garages connectés à Internet avec des technologies de fabrication digitale de pointe qui permettront effectivement de résoudre un certain nombre de problèmes, dont la coque de votre iPhone ou de votre téléphone portable, dont la fabrication à la commande de pièces uniques qui n'ont donc plus besoin d'être fabriquées au bout du monde en grande série, transportées, stockées en attendant de vous être utiles. Et c'est ça la grande révolution en fait, c'est de permettre de rapprocher la fabrication de ses utilisateurs et ce qu'on appelle la personnification de masse, la production de masse d'objets qui sont chaque fois individualisés. Est-ce que vous, Joseph Puzo, vous êtes industriel? Est-ce que vous voyez la création d'emplois, la création d'une économie derrière? Disons que la façon de produire est en train de changer grâce à cette fabrication additive pour continuer l'exposé précédent, le service maintenance ne se comporte plus comme avant. S'il doit remplacer une pièce plastique cassée sur une machine, il n'a plus besoin de la commander chez le fournisseur, il la photocopie en 3 dimensions et l'imprime sur son imprimante et il dépanne en quelques minutes la machine qui s'est arrêtée. Donc on peut dire que tous les services maintenance sont impliqués. Ensuite au niveau des produits finaux. Si les produits finaux sont totalement plastiques, il y a une solution existante. Donc on peut remplacer les presses à injecter, les moules métalliques par de la fabrication 3D. Quand il s'agit de pièces métalliques, pour le moment, toutes les matières n'existent pas. Donc il existe des poudres de titane qu'on relie entre elles avec un faisceau laser. Et donc là, on a besoin des universitaires qui développent vite des nouveaux matériaux travaillables en prototypage, en fabrication additive. Aujourd'hui, il y a déjà 200 matériaux, je crois, qui sont travaillables, c'est ça? Il y a au moins 200 matériaux qui sont travaillables et il en arrive presque tous les jours. Bertil Huit, est-ce que vous ne pensez pas que ça va remettre en cause certaines économies, puisque effectivement, quand on achète une voiture, la moitié du business, donc du chiffre d'affaires lié à la voiture, c'est quand même la pièce de rechange. Alors effectivement, on ne fera peut-être pas demain une culasse totalement en imprimante 3D comme ça, mais est-ce que vous pensez que l'économie de la pièce détachée peut se trouver remise en cause? Alors l'économie de la pièce détachée, c'est beaucoup de transport, de fabrication de masse de pièces détachées en attendant qu'elles cassent là où elles sont déjà pour les remplacer. Oui, effectivement, la pièce détachée va être révolutionnée par les techniques de fabrication digitale. Et effectivement, pour compléter ce qu'on disait, la grande révolution, les perspectives, c'est la révolution des matériaux et la disponibilité de tous les fichiers. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde qui nous entoure, là, il n'y a qu'à voir juste autour de nous, c'est pas 200 matériaux qu'il y a, c'est quelques milliers. Donc la révolution, elle est vraiment dans le choix et la diversité des matériaux et la disponibilité des fichiers dont sont faits les objets qui nous entourent. Joseph Puzo, vous êtes venu avec des structures et je crois que certaines structures, on ne sait même pas les faire en fait. Elles sont en titane, c'est ça, au premier plan là-bas. Oui, donc, on ne sait même pas les faire en dehors de cette imprimante. Disons que la façon actuelle de travailler le titane, vous prenez un bloc de titane, vous prenez une fraiseuse ou un tour et vous enlevez de la matière, vous faites des copeaux. Et donc il n'y a que certaines formes que vous pouvez faire en technologie soustractive de matière.
Quand vous êtes en technologie additive, eh bien vous faites les formes que vous voulez et ça permet notamment, ce qu'on voit là-bas, de faire une boule avec des dizaines de boules à l'intérieur dont aucune n'est jointive. Ça veut dire qu'elles sont désolidarisées, chacune est indépendante. Vous connaissez les Chinois qui, avec de l'ivoire, mettent 3 boules l'une dans l'autre. Là, c'est du titane et il y a une bonne dizaine de boules l'une dans l'autre. Donc c'est impossible à faire avec d'autres méthodes. Berthier-Luit, est-ce que vous pensez que ça va remettre en cause les notions de propriété intellectuelle? Est-ce que demain, je vais pouvoir aller sur Google, télécharger un plan et un peu comme la musique, pouvoir le dupliquer et en faire quelque chose? Alors évidemment, ça fait partie des grands enjeux. Pour rien vous cacher, les pirates de Pirate Bay ont déjà mis en place des serveurs de téléchargement d'objets 3D, parce qu'effectivement, Walt Disney, Warner et d'autres grands détenteurs de droits ont déjà fait des procès à des modeleurs 3D pour avoir utilisé leur copyright. Il y a aussi des entreprises qui travaillent sur les fichiers numériques et le verrouillage des fichiers numériques. Jusqu'à présent, aucun fabricant n'envisage d'installer ce genre de système sur ses machines. Et évidemment, oui, la question des droits se pose. Nous nous adressons à un public de professionnels qui protège sa propriété intellectuelle en utilisant ces technologies, qui a donc exposé lui-même à la copie, à la piraterie. Un des enjeux de ramener la fabrication ici, c'est de ne plus envoyer les modèles là-bas pour qu'ils soient dupliqués, copiés, reproduits à l'infini par d'autres. Évidemment, ces technologies elles permettent à la fois la dispersion de la propriété intellectuelle et en même temps la réappropriation de la propriété intellectuelle. Est-ce qu'en France, on est plutôt en avance, plutôt en retard sur le développement donc, de ces synthèses? Alors en France, il y a... Nous notons un très net boom de la demande sur nos machines. On a en France un des leaders mondiaux de la fabrication additive, une société qui s'appelle Phoenix, qui fait de la fabrication, par, je dirais fritage de poudre, mais monsieur me reprendra. Qui synthétise des poudres métalliques. Aujourd'hui, la plupart des brevets sont soit américains, soit allemands. Mais il y a de la marge puisque les brevets les uns après les autres s'ouvrent et que des entreprises peuvent se développer. 1500 € une imprimante de ce type? Alors celle-ci, oui, ça c'est une imprimante, une Up de 3DP. Ça vaut environ 1500 €. Là aussi est la révolution, c'est que les brevets alors ça c'est l'extrusion de filaments de fils fondus. L'ouverture de ces brevets permet la baisse des coûts de ce genre de machines, puisque jusqu'à présent ces machines coûtaient aux alentours de 15-20 000 €. On a divisé les coûts par 10. Donc ça va progresser très rapidement. Joseph Puzo, en tant qu'industriel, quel développement voyez-vous, vous, dans votre entreprise, à ce type d'imprimante 3D et de synthèse additive? Alors j'ai déjà une bonne dizaine de machines d'impression 3D dans l'entreprise. J'en ai à quelques milliers d'euros, j'en ai à 15 000 € qui ont une tolérance de production d'1 dixième, j'en ai à 150 000 € qui ont une tolérance de 1 centième de millimètre. Mais associé à cette production, il faut aussi concevoir les produits différemment. Donc le concevoir directement en 3 dimensions, concevoir plutôt directement la fonction, on a vu la chaîne de vélo complète, plutôt que simplement des pièces. Donc il y a en même temps une sorte de révolution sur la façon de travailler dans un bureau d'études. Une fois qu'on a le plan 3 en 3 dimensions, avant même que de produire la pièce en prototype, il faut la passer en simulation. Donc il y a tout un développement de logiciels de simulation à faire. Par exemple, comment avant de produire ce décapsuleur, comment savoir jusqu'à quelle force il va résister. Voilà. Donc, Joseph Puzo, merci beaucoup. Berthier-Luit, merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans quelques instants.